Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la première vidéo, je vous avais présenté un petit peu qu'est-ce qu'était la réactivité et comment ça fonctionnait dans les frameworks modernes comme Vue.js ou React.js. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon framework, un petit peu quel est le code, comment ça fonctionne, et vous montrer un petit peu quelques fonctionnalités intéressantes. Donc la première chose à faire, on va regarder ce compteur-là, donc on peut incrémenter, décrémenter et reset le compteur. Donc c'est un exemple assez simple qu'on retrouve souvent sur le web quand on parle de Vue.js ou de React.js. Donc je vais vous montrer moi, dans mon framework, comment ça se coupille. Donc la première chose à faire, c'est ici, le compteur. Alors on voit que la première particularité de mon framework, c'est que je n'écris pas de JavaScript. En fait, j'écris tout mon code en PHP. Donc ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Et on va venir sur les deux. Le premier avantage, quand je pense que d'écrire du PHP, c'est que tout le monde connaît du PHP et qu'on peut du coup l'écrire naturellement dans notre vue, classiquement, sans avoir besoin d'avoir un framework séparé, d'avoir Webpack ou avoir ce genre de choses. Le désavantage de PHP, c'est que la syntaxe, du coup, va être un petit peu compliquée. Là où dans Vue.js, on peut avoir un template, on a un compilateur qui va lire notre fichier .vue et le transformer en JavaScript un petit peu moche, ben moi, j'ai pas ce compilateur-là qui me permet de transformer mon PHP moche en un PHP, enfin, mon PHP joli en PHP un peu plus moche, etc. Donc c'est vraiment que là, la syntaxe, c'est vraiment le point négatif de ce framework, c'est que la syntaxe est un petit peu verbeuse, parce que je suis en PHP et que je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas modifier le langage. Si je pouvais créer un compilateur qui ferait ça, on va dire, un petit peu plus joliment, qui me permettrait d'avoir une syntaxe un peu plus sympathique et qui transformerait ça ensuite en PHP, ça serait bien mieux, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place et donc je voulais d'abord avoir une base, parce que avoir un compilateur qui transforme du code joli en code moche, ça j'y avais pensé un petit peu, j'avais même testé un petit peu, mais un peu trop compliqué à mettre en place. Donc là, si on regarde, on a mon button -1. Alors d'abord, on va regarder mon composant. Mon composant, c'est un div. Donc ici, on voit que c'est un div. Et il a des données, donc xdata. Les données, c'est que i égale 3. Donc c'est la seule donnée qu'il y a dans ce composant, c'est que la valeur de la variable i contient 3. Ensuite, il y a une classe mb16 qui dit qu'il y a une margin bottom en dessous de lui. Mais ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, statique. C'est pas dynamique. Il n'y a pas de JavaScript à l'intérieur. Ensuite, on a un composant ici, button. Donc ce composant button, il a un onClick. Donc l'élément qu'on connaît, j'ai décidé d'utiliser le même attribut que en HTML, donc le onClick, plutôt que d'avoir un @click ou un xclick. Voilà. Donc j'ai utilisé onClick, peut-être que je changerai ça dans le futur, mais bon, pour le moment ça me va. Et quand on clique, ce que je veux faire, c'est que je veux décrémenter la variable i. Donc vous voyez ici, c'est un petit peu une syntaxe un peu particulière. J'utilise une fonction qui s'appelle decrement. Et cette fonction decrement, elle permet, et je lui donne en paramètre une variable, et ça va me permettre de décrémenter cette variable. Cette fonction decrement, elle est équivalente à écrire la même chose, donc ça fonctionne également comme ça. Et là, vous voyez, c'est là où on voit que c'est un peu plus verbeux. C'est-à-dire que quand je clique, ce que je vais faire, c'est que je vais set, donc je vais enregistrer dans la variable i, la valeur de l'addition entre getI, donc je récupère la variable i, et la constante -1. Donc quand j'additionne i plus -1, c'est ce que fait ce add, et j'enregistre le résultat dans i. Donc vous voyez, la fonction decrement, c'est juste un raccourci, c'est juste un alias qui va juste faire cette opération-là. L'avantage de ça, c'est que je peux avoir des alias. Donc c'est pour montrer ça, c'est que je peux montrer que je peux avoir des alias. Donc même si la syntaxe n'est pas très agréable, on peut toujours cacher cette syntaxe derrière. Je reviendrai plus tard sur pourquoi cette syntaxe et pourquoi c'est complexe à ce niveau-là. On va continuer sur les autres composants. Donc là, j'ai un composant span dont le xContent. Donc ça, xContent, c'est un attribut un petit peu spécifique. Vous voyez que là, il y a onClick, il y a class. Mais on a aussi des attributs un petit peu spécifiques comme xdata et xcontent. Donc xcontent, c'est le contenu du span. Et dans ce contenu du span, j'ai mon getI. Donc c'était le getI qu'on retrouvait ici, c'est la même fonction, elle fait la même chose. Elle récupère la valeur de la variable i et elle la stocke dans xcontent. Ensuite, j'ai un autre button qui est en +1. Donc là, vous voyez la même chose, hein, j'ai x plus 1, etc. Donc j'ai la même variable, j'ai une variable aussi, enfin une fonction incrémente qui me permet de raccourcir ça également. Mais je voulais pouvoir montrer, on va dire, la complexité du framework à ce niveau-là. Et enfin, j'ai mon button reset qui permet de faire un xset de i avec la constante 0. Donc là, on voit qu'avec très peu de fonctions, parce qu'il y a get, il y a set, il y a constante qu'on utilise beaucoup, il y a add qui est utilisé à deux endroits, set c'est réutilisé, get c'est réutilisé, donc on n'a pas non plus 15 000 fonctions possibles, on a quelques opérations qui sont possibles, et ces opérations-là sont toutes, on va dire, disponibles via la variable x. J'en ai pas parlé, mais la variable x, c'est un peu une classe component.js que j'ai créée et qui contient, on va dire, toutes ces méthodes et qui se charge de faire de création des composants et de définir un peu tout ça. C'est un peu où toute la magie s'opère. Donc vous voyez que malgré la syntaxe qui est un petit peu
qui est un petit peu rebutante, qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait avoir en Vue.js ou en React.js, on a un petit peu la même structure. C'est-à-dire qu'on a un data qui contient les données, et puis ensuite on a des event listeners qui font des opérations sur ces données. On a également des valeurs qui sont insérées, et juste avec ça, ça nous permet d'avoir notre composant réactif. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de pourquoi j'utilise des fonctions plutôt que de faire, par exemple, quelque chose du genre, là je pourrais faire i. Je pourrais faire, alors là c'est pas très intéressant, mais par exemple ici, je pourrais faire un onClick i++. C'est un petit peu comme ça qu'on aurait imaginé le faire en JavaScript. Et ben, ça serait possible, mais le problème de cette solution-là, et c'est le problème qu'ont Vue.js ou React.js, c'est pas un problème inconnu d'eux, c'est que c'est possible de faire ça uniquement en JavaScript. i++, c'est une expression qui existe uniquement en JavaScript. En PHP, on ne peut pas faire i++. Ce qu'on peut faire en PHP, par contre, c'est $i++, ça fonctionne. Donc quand je vous parlais d'un compilateur qui permettrait de faire rendre la syntaxe jolie, ça serait un compilateur qui ferait ce genre de choses, qui transformerait du JavaScript en PHP. Alors pourquoi on a besoin d'avoir i++ et les deux éléments, on a besoin de i++ et $i++. On a besoin des deux informations. Pourquoi ça? Parce qu'on veut pouvoir exécuter le code en PHP et en JavaScript. Alors je m'explique. Si j'enlève ce onClick, que je reviens ici, vous voyez que quand j'actualise la page, le 3 il est déjà positionné ici. Si vous réactualisez une page avec Vue.js ou React.js, normalement le 3 ne sera pas présent ici. Vous allez actualiser la page, vous allez avoir un blanc, et ensuite Vue.js va remplir la case avec le 3. Ça sera être encore plus évident quand je fais une actualisation ici. Sur un Vue.js ou un React.js, le 7 ne sera pas présent. Le 7 ici ne sera pas présent, ça sera une case vide, et il sera calculé par le JavaScript une fois qu'il sera chargé, une fois qu'il sera téléchargé et chargé, le JavaScript va prendre la main et va remplacer la case vide par un 7. Et ça, c'est un flash qui est assez connu, hein. Vous avez un flash blanc ou des éléments qui grossissent quand le JavaScript se charge. C'est quelque chose qui est très connu dans les frameworks JavaScript, et c'est quelque chose que j'essaie d'éviter avec mon framework. Et je pense que je vais prendre l'exemple de ce deuxième composant, je vais vous le montrer, parce que ça va être beaucoup plus parlant avec cet exemple-là. Donc si je descends, j'ai mon deuxième exemple. Donc là, on a toujours un div avec une data qui est text égale Thibaut. Et on a des valeurs computed. Je vais revenir dessus après, je vais vous présenter d'abord le composant. Donc on a un input qui a comme value getText, donc ça c'est assez logique, et comme onInput setText, et on a un x getEventValue qui est un petit peu spécifique, mais voilà, c'est une nouvelle fonction qu'on a, getEventValue, qui permet de récupérer la valeur de l'événement onInput. Et donc là ici on a text. Ensuite, on a xClass, c'est aussi un peu spécifique, je vais vous en parler plus tard, c'est pour les classes. Donc on a notre span, qui est un xContent. Alors ça, c'est le span qui contient le nombre de caractères. Donc on voit qu'il y a une fonction strLength de getText. Bon, un petit peu spécifique, mais on en reparlera plus tard. Et le button, qui est un setText de constante, rien du tout. Donc ça, par contre, c'est quelque chose de totalement logique par rapport à ce qu'on a vu avec le compteur précédemment. On aurait pu l'écrire, enfin voilà, ça utilise des fonctions qu'on connaît déjà. Et donc avec ces éléments-là, avec quelques lignes de code, on arrive à avoir un composant réactif. Alors maintenant, vous voyez, ici, j'ai écrit strLength. Et c'est beaucoup plus parlant que mon i+1 tout à l'heure. C'est-à-dire que si je suis en PHP, comment je calcule la taille d'une chaîne de caractères? Et bien, je fais strLength de texte. Par contre, si je suis en JavaScript, ce qu'il faut que je fasse, c'est text.length. Et donc ça devient beaucoup plus complexe. Autant avec le i++, on pourrait se dire, bon, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de rajouter un $. Mais là, on devient un petit peu plus complexe. Et c'est pour ça que les frameworks JavaScript, ils ont un blanc ici, quand on charge la page, parce qu'aucun framework backend ne s'embête à charger cet élément-là. Alors, comment on peut éviter de le faire, c'est d'utiliser du Node.js, donc du JavaScript côté backend. Mais moi, je suis plutôt un développeur PHP, donc j'aimerais bien pouvoir avoir un backend en PHP et mon front-end en JavaScript. Donc, si on ne veut pas avoir du JavaScript côté backend, eh ben, on a ce flash désagréable qui fait que l'élément ici n'est pas présent. Maintenant, ma solution avec le xstrLength, et je pense que c'est là où je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc si je vais dans ma classe, component class, si je vais dans la fonction strLength, vous allez voir que c'est assez naturel en fait. C'est du code qui contient du code PHP et du code JavaScript. Donc en fait, chacune des fonctions que je vous ai présentées tout à l'heure, elles ont les deux éléments. Elles ont la partie PHP et la partie JavaScript. Alors pas toutes, parce qu'il y a certaines qui sont exécutées que en JavaScript, donc j'ai pas besoin d'avoir la partie PHP, mais pour la majorité des fonctions, j'ai la partie PHP et la partie JavaScript. Donc là, la fonction strLength, elle est assez parlante. Elle prend en paramètre une action. Je vous expliquerai plus tard dans les prochaines vidéos à quoi correspond une action et qu'est-ce que c'est réellement. Et elle retourne une action également. Voilà, c'est un peu le concept fondateur de mon framework, c'est ce concept d'action. Une action, c'est juste du code PHP et du code JavaScript au même endroit. Et donc on voit qu'on définit du code PHP
qui est strlength, donc la fonction strlength dont je vous parlais tout à l'heure, avec le résultat du code PHP de l'action. Alors en fait, vu que c'est quelque chose qui est récursif, on reçoit quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va être, cet élément-là. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une autre fonction, ou une variable, ou une constante, on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc c'est pour ça qu'on fait cette petite syntaxe, qui n'est pas très propre non plus, et on pourrait améliorer effectivement la syntaxe plus tard. Donc on récupère la valeur de ce qu'on nous a passé, et je fais un strlength sur cette valeur. Et c'est une fonction anonyme PHP classique. Ensuite, pour le code JavaScript, ce n'est pas une fonction anonyme parce que je ne peux pas mettre une fonction anonyme ici, mais ça appelle le thisAction getActionID.length. Donc on voit le point length ici, donc on voit le strlength et le point length. Donc le thisAction getActionID, c'est équivalent à faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire appeler la fonction anonyme PHP. Donc j'appelle la fonction anonyme PHP ici et je récupère le strlength. Et ici en JavaScript, j'appelle la fonction de l'action et je récupère le point length. Donc vous voyez, j'ai les deux codes et ça me permet de faire en sorte que quand j'actualise la page, il n'y a pas de flash, le set est présent dès le chargement parce que au chargement, je charge cette fonction-là, donc je sais que c'est set qu'il faut que j'affiche. Et ensuite, après coup, quand ici, je calcule, enfin je rajoute des caractères ou j'enlève des caractères, et bien c'est la deuxième fonction, c'est la fonction JavaScript qui prend le relais et qui va commencer à recalculer cet élément-là. Alors bien sûr, ça peut être une source de bug si les deux fonctions ne font pas la même chose. Si ici je fais un x2 par exemple, donc je réactualise, j'ai pas testé ça, mais voilà, vous voyez que là j'ai tib, alors hop, si je réactualise vraiment, donc là j'ai 7 qui apparaît, par contre si je rajoute un caractère, on voit que j'ai 16. Vous voyez que si on fait différemment en JavaScript et en PHP, on a des bugs. Mais le fait de les avoir tous les deux au même endroit dans cette fonction strlength, de les avoir côte à côte, ça réduit le nombre de bugs possibles parce que y a peu de chances qu'on se trompe entre ici et ici, c'est la ligne d'au-dessus, donc on peut comparer, on va dire, les deux codes. Donc voilà un petit peu la présentation de comment fonctionne le framework. Vraiment, tout est basé sur ces actions-là qui contiennent du PHP et du JavaScript. Alors je peux vous en montrer peut-être un deuxième, le add, parfait. Le add, c'est simplement l'action A, donc ça prend deux actions. C'est l'action A plus l'action B en PHP. Et en JavaScript, c'est l'action A plus l'action B. Voilà. Donc c'est vraiment deux codes presque identiques, mais il y a quelques petites différences. Ça serait bien de pouvoir les générer, on va dire, comme j'avais dit au début, avoir un compilateur qui génère le code PHP et le code JavaScript. Pour le moment, c'est un peu complexe, mais avec cette solution-là, je trouve que ça donne un bon juste milieu sur le fait, la simplicité et les possibilités. Parce que avec ce concept assez simple d'action, on peut faire tout et n'importe quoi. On a suffi de fournir le code PHP et le code JavaScript et on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc voilà pour la présentation un peu du code, de comment fonctionnent ces composants. Dans la prochaine vidéo, je vais rentrer encore plus dans le détail sur comment ça fonctionne, vraiment au niveau JavaScript, qu'est-ce qui est fait à quel moment, et pour que vous voyez un petit peu mieux comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette série sur mon framework JavaScript.